Helga est connue comme la fondatrice de l'Institut Schiller, comme une disciple de Friedrich Schiller et de Nicolas de Cuse. Elle a lancé l'opération Avicenne et le comité pour la coïncidence des opposés. Elle est connue aussi comme la dame de la route de la soie. Elle est la veuve de Lyndon LaRouche. Avec M. LaRouche, Helga a parcouru plus de 40 pays pour rencontrer les leaders, les dirigeants. Et avec lui, elle a partagé un profond engagement pour le développement des souverains des États-nations sur tous les continents. Helga va nous parler aujourd'hui sur la survie à long terme et la nouvelle architecture de sécurité internationale. Madame LaRouche. Bonsoir à tous. Selon où vous êtes, bon après-midi ou bonne soirée. Si on regarde la situation stratégique actuelle depuis le haut, depuis l'arc long de l'histoire, comment l'humanité peut se donner des institutions qui garantissent sa survie à long terme. Et dans la dynamique présente, entre une Chine qui émerge, et l'Asie en général, et un système libéral occidental en faillite. Il est pourtant clair excusez-moi. Il est pourtant évident que cette ère historique doit devenir un nouveau paradigme dans les relations internationales. La continuation de la géopolitique qui a mené aujourd'hui le monde au bord d'une guerre nucléaire et la folie qui n'est pas plus clairement exprimée dans la doctrine militaire et exprimée dans les manœuvres militaires du Global Lightning, qui assume une guerre nucléaire préventive potentielle. I'm sorry, my text is here somewhat. Cette géopolitique doit être remplacée avec une nouvelle architecture internationale qui garantit la sécurité de tous les États-nations sur cette planète, incluant la Russie et la Chine et tous les pays émergents. Cette idée peut être attribuée à Confucius, que la première chose à faire pour régler un problème est de remettre les choses en ordre. Parce que si tout est en désordre, cela conduit à des incompréhensions, cela mène à des querelles et qui détruisent les fondations d'un État. Et ainsi, il ne peut y avoir d'harmonie dans le monde. Toutefois, et c'est l'une des tâches les plus urgentes de notre époque, de clarifier la différence entre la vérité historique de ce qui s'est passé durant les 30 dernières années, ou un peu plus, depuis la désintégration de l'Union soviétique, et le récit officiel raconté par les médias mainstream occidentaux. Et comme on l'a vu ces derniers jours à la conférence de sécurité de Munich, où une grande représentation des élites de l'OTAN a été représentée, et où il semble que le secrétaire d'État américain Tony Blinken et la ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock se sont rejoints dans un spectacle ridicule. La ligne officielle de ces intérêts-là est que Poutine est l'agresseur, que la Russie est le seul pays qui change les frontières en Europe depuis la période d'après-Seconde Guerre mondiale, avec la Crimée, et que le seul combat légitime aujourd'hui est entre les démocraties libérales et les États autocratiques agressifs. Que l'OTAN n'a jamais rien fait de mal et que la Russie dénie le droit à la souveraineté de certains pays, comme l'Ukraine, qui veut choisir une alliance dont elle veut faire partie. La dernière chose que ces médias et ces politiciens veulent, c'est une investigation historique précise de comment la situation a évolué jusque-là. Pour le dire clairement, c'est la précondition indispensable pour arriver à une résolution de la situation présente.
L'effondrement de l'Union soviétique n'a pas prouvé du tout la supériorité du système du modèle libéral occidental. L'Union soviétique s'est effondrée pour les raisons exactes qu'avait identifiées M. Lyndon LaRouche en 1984. C'était l'adhésion à la doctrine Orgakov, le refus d'accepter l'offre du président Reagan de coopérer dans ce que l'on va appeler plus tard le SDI, l'initiative de défense stratégique qui avait été mise en place par Lyndon LaRouche, mon mari, et s'attacher au principe de ce que développait l'économiste soviétique Prevsky, ce qu'il appelait l'accumulation socialiste primitive. Le pape Jean-Paul II avait insisté à l'époque que l'Occident ne devrait pas conclure qu'ils étaient supérieurs moralement. Et il avait pointé justement les conditions des pays en voie de développement qui étaient pauvres, sous-développés et qui étaient une conséquence justement du système libéral occidental. Et dans cette période, entre la chute du mur de Berlin et la désintégration du pacte de Varsovie, il y a eu alors une vraie chance pour quelque chose de totalement nouveau. Le communisme disparaissait, l'Occident n'avait plus d'ennemis, et Lyndon LaRouche et son mouvement avaient proposé d'abord le triangle productif Paris-Berlin-Vienne, et ensuite, après la chute de l'Union soviétique, le pont terrestre eurasiatique comme la base de la création pour un ordre basé sur la paix pour le XXIe siècle. L'ancien ambassadeur américain à Moscou, Jack McCloch, avait répété avec insistance que l'Union soviétique ne représentait pas une menace dans les dernières années de son existence et que la guerre froide ne s'est pas arrêtée avec l'Union soviétique, mais elle s'était réellement en fait finie 2 années plus tôt. Gorbatchev avait accédé à la démocratisation de l'Europe de l'Est et également fait des réformes internes. Et c'est pour ça que une grande partie de la population russe le haïssait et le regardait comme un traître, contrairement à ceux qui en Occident chantaient dans des grandes manifestations « Gorbi, Gorbi, Gorbi ». Donc l'argument qu'il n'y avait jamais eu de promesse faite à la Russie que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est est un mensonge caractérisé qui a été exposé par des gens qui étaient témoins des discussions comme Matlock. Et James Baker III, qui était le secrétaire d'État américain à l'époque, le 9 février 1990, a confirmé à Gorbatchev que l'OTAN ne se déplacerait pas d'1 centimètre vers l'Est. Et encore récemment, dans Roland Dumas, de manière spectaculaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères de France, parce qu'il est conscient du danger de guerre, a brisé le silence et a fait un long interview sur un site internet qui s'appelle Les Crises et qu'il avait dit à notre représentant France Jacques Cheminat de manière privée il y a quelques années que dans ces jours, les importantes négociations sur le désarmement et la démilitarisation du pacte de Varsovie avaient lieu à l'époque. Et ce que dit Dumas, quand les discussions ont commencé, comme suit. C'était le diplomate russe à travers Gorbatchev, mais aussi à travers le ministre des Affaires étrangères de Russie, Shevardnadze, qui a demandé à parler et qui a dit « Nous, les Russes, la délégation russe, voulons savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'armement de l'OTAN dans le contexte de désarmement. » Et on a demandé, et je me rappelle très bien, il était formel, que les troupes alliées allaient respecter deux obligations. Un, qui était vraiment une chose plus sentimentale, c'était pour le maintien en fait, des monuments qui étaient en l'honneur de l'armée soviétique et le combat lors de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme. Le deuxième était l'engagement des pactes des Varsovie des troupes de l'OTAN, qu'il n'y aurait plus de mouvement de troupes de l'OTAN dans les régions du pacte soviétique et que tous seraient désarmés. Fin de citation. Et ensuite, il a dit, voilà, ça n'a pas été mentionné,
que les gens aux États-Unis, aussi précautionneux que les Américains et les gens de l'Alliance Atlantique, nous n'avons pas demandé que ce soit enregistré. C'est possible, mais en relation avec le caractère de la discussion générale, il doit être dit qu'une tentative de désarmer pour mettre fin justement au danger de guerre, parce que c'est ça qui comptait justement, et préparer la période qui arrivait. On avait, dans les temps qui venaient, qui était le temps du désarmement. C'était logique. Donc cette discussion a eu lieu. Elle a lieu d'abord parce que les Russes ont demandé pour cela et on l'a soutenu, moi-même, et les Américains aussi, et les Germains et les Allemands aussi, bien sûr. Donc fin de citation de Roland Dumas. Et Jack McClough a insisté aussi que cette promesse, que même avant, à la fin de l'Union soviétique, c'était déjà accepté que la sécurité, ça va être la sécurité pour tous. Et donc, il y avait les arguments selon lesquels Gorbatchev a justifié la réduction de l'armement même des militaires soviétiques. Et Matlock a aussi dit que le président Bush Senior a conseillé à l'Ukraine, dans l'un de ses derniers discours à Kiev, quand il y avait encore l'Union soviétique, qu'il devrait joindre la fédération que proposait Gorbatchev, qu'il proposait, et il a mis en garde les Ukrainiens contre ce qu'il a appelé le nationalisme suicidaire. Regardons la vidéo du ministre des Affaires étrangères Genscher qui a confirmé cela de manière très claire. Okay, you have the video of Jack Matlock. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo? Well, a similar confirmation was given by him. So please show the video. The reason that I testified, along with a number of other people, many of them pourquoi j'ai témoigné avec un grand nombre d'autres personnalités, justement, sur la fin de la guerre froide. Et c'est pourquoi j'ai témoigné contre l'expansion de l'OTAN à la fin des années 90, parce que à la fin de la guerre froide, après la chute du rideau de fer, on avait créé justement ce qu'on voulait, justement, de faire des accords de paix. Et on savait que l'extension de l'OTAN était évidemment une condition qui ne pouvait pas permettre de maintenir la paix. Si il y avait cette compétition qui continuait malgré la fin de la guerre froide. Et la Russie n'était pas menaçante à l'époque. Et l'Union soviétique, dans ces dernières années, n'était plus du tout quelque chose de dangereux, avait même accepté, en fait, la démocratisation, en fait, des pays d'Europe de l'Est. Et le dernier acte du Parlement soviétique, c'était la reconnaissance de l'indépendance de plusieurs pays des Balkans et de créer une architecture de sécurité commune et globale qui inclurait tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que j'ai vu qu'on avait discuté tout ça, on avait commencé et on savait que si ça continuait, si on allait jusqu'aux frontières de la Russie, parts of the Soviet Union that were recognized as part of the Soviet Union. Il fallait reconnaître en fait l'Ukraine, la Géorgie, qui fait partie de l'Union soviétique, et que si on arrivait avec l'OTAN dans ces pays-là, évidemment, ce serait un retour à la confrontation directe. Et comme on l'a dit, la crise des missiles de Cuba, avec une confrontation militaire entre des pays qui n'ont pas les armes nucléaires à l'époque. J'étais à Moscou. On avait déjà été engagé dans la crise des missiles de Cuba. C'est comme si on n'avait pas compris qu'il y aurait pu y avoir justement des échanges d'armes nucléaires. Et on avait signé justement des accords pour que ça n'arrive jamais.
Pourquoi il fallait arrêter très vite cette expansion de l'OTAN. Okay, now let's hear to Foreign Minister Genscher, who Et- also confirmed that this Et Genscher également qui avait confirmé cela. Alors, on n'a pas le son. Auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Ein Versprechen von kurzer Alors, Lebensdauer. c'est en allemand, je suis désolé, mais on voit justement les gens qui sont admis à l'OTAN, la secrétaire Albright, des gens de Pologne, de la République tchèque, de Hongrie. So you have Donc, Dumas, Genscher, le Roland Dumas, Genscher, Matlock, all confirmed that tous ont these confirmé promises were made, que and ces this promesses avaient été faites the official statement that et such qui promises contredit never les made, déclarations which is officielles always que repeated jamais il by n'avait été General promis de ne Secretary pas s'étendre à l'Est, NATO comme le Stoltenberg. dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Aujourd'hui, le magazine Spiegel, en Allemagne, a révélé des documents classifiés secrets, justement dans les archives nationales britanniques, qui ont été découvertes par des scientifiques politiques américains qui s'appellent Joshua Shifrison, à propos d'une réunion qui avait eu lieu entre le directeur politique du ministère des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne et des États-Unis à Bonn le 6 mars 1991. Le document dit que tous étaient d'accord que les membres faire adhérer des membres de l'Europe de l'Est à l'OTAN était inacceptable. Et Jürgen Krobob, qui est représentant à Bonn, est cité qu'une expansion de l'OTAN par-delà l'Elbe ne sera inacceptable et qu'aucune nation de l'Est ne pourrait être adhérente de l'OTAN. Et le représentant américain à cette réunion, qui s'appelait Raymond Seitz, a été d'accord. Et ils ont promis aux Soviétiques, dans des discussions qui avaient eu lieu à l'époque, que l'OTAN ne s'étendrait jamais ni formellement ni informellement à l'Est. Et le journal Spiegel note que les Russes étaient déjà prêts en 1993, bien avant que Poutine arrive, mais que l'expansion de l'OTAN allait violer l'esprit justement de ces discussions. Ce n'est pas écrit, mais tous les acteurs des années 90 l'ont dit en bonne foi. Mais la bonne foi semble avoir disparu totalement. Ou du moins, cette bonne foi n'a pas été partagée par tous. Et au lieu d'un nouveau système qui fournirait la sécurité pour tous, ça aurait pu être même que la Russie rejoigne l'OTAN. Les néoconservateurs aux États-Unis et leurs collègues britanniques ont lancé le PNAC, le Project for a New American Century, donc projet pour un nouveau siècle américain, afin de bâtir un monde unipolaire. Et l'exubérance irrationnelle ne prend pas juste sa part sur les marchés avec Alan Greenspan. Comme l'avait dit Alan Greenspan à certains, dans l'euphorie financière, que le système libéral occidental a gagné la guerre froide et qui est devenu finalement le narratif qui a remplacé la réalité historique. Et ces arguments falsifiés que l'on répète avec bêtise, comme Francis Fukuyama, disant que c'était la fin de l'histoire, avec la victoire totale des démocraties libérales qui allaient conquérir la planète. Cela veut dire que ce monde unipolaire était supposé de arriver, mais ils n'ont pas été très... Les révolutions de couleurs, orange, rose, blanc, jaune, les révolutions arabes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ont été promues à travers des milliards de dollars, 5 milliards pour l'Ukraine, déjà avant 2014, donnés à des ONG, comme Victoria Nuland l'a reconnu publiquement. Et cela même a inclus le soutien pour un coup d'État à Kiev en 2014, qui a en fait mis au pouvoir des nazis officiels qui se revendiquent de la tradition de Stéphane Bandera et qui sont aujourd'hui au pouvoir
soutenue par les services de renseignement de l'OTAN et des organisations telles que les blocs nationaux anti-bolcheviques, financés justement dans les années d'après-guerre pour créer les conditions d'une confrontation. Et nous savons aujourd'hui qui a fait le coup à Maïdan. Et c'était en réaction à la suppression justement de l'utilisation de la langue russe en Ukraine et que le peuple de Crimée a voté un référendum disant qu'il voulait rejoindre la Russie. Donc il n'y a pas eu de changement de régime, de changement de bord de frontières. C'était un référendum légitime de la population de Crimée. Naturellement, la Charte des Nations Unies et la loi internationale a dû être remplacée par le système qu'on appelle les règles basées sur l'ordre. Et ça a été rendu possible grâce au soutien de quelqu'un qui s'appelle Tony Blair, qui en 1999 à Chicago a défendu le concept de guerre d'intervention humanitaire, le droit de protéger. Il a dit que ce serait la fin de la paix de Westphalie. Le traité et l'esprit de la paix de Westphalie doivent être terminés. Les circonstances du 11 septembre, pour lequel mon mari Lyndon LaRouche avait mis en garde 9 mois avant, disant qu'un incendie du Reichstag serait potentiel aux États-Unis, pour éliminer les droits civiques et commencer justement une politique de guerre sans fin, commencer avec l'Afghanistan et basée sur des mensonges. On l'a vu avec Colin Powell aux Nations Unies en 2003 concernant les armes de destruction massive en Irak, puis les guerres en Libye, l'assassinat de Kadhafi, la tentative de remplacer le gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie et directement et indirectement beaucoup d'autres opérations militaires au niveau international. Des millions de morts, de blessés, des millions de réfugiés en ont été le résultat. Est-ce que cela a servi les intérêts des États-Unis ou l'Occident de manière générale? Mais non, on a eu un grand retour de bâton. Et Poutine, qui dans les premières années de sa présidence avait beaucoup d'admirateurs à l'Ouest, est devenu de plus en plus impopulaire avec justement l'architecture de ce monde unipolaire, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à ce système d'ordre basé sur les règles. Il a commencé à réaffirmer le rôle de la Russie comme un acteur mondial. En 2008, en Géorgie, en 2015, en Syrie, et maintenant récemment, en demandant que l'expansion de l'OTAN à l'Est doit stopper, pas simplement s'arrêter, mais retourner en arrière au statut de 1997. Et en demandant ça par écrit, demande des garanties aux États-Unis et à l'OTAN que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN, qu'il n'y aura pas de système d'attaque justement le long de la frontière russe et que l'OTAN n'avance pas plus en avant justement vers l'Est. Et si on considère cette histoire-là des 30 dernières années, ça demande de réfléchir. À la lumière des faits, l'Ukraine ne remplit pas les conditions nécessaires du traité et l'article 5 et 10 du traité de l'OTAN, comme le général Koujat, l'ancien directeur de l'armée allemande, l'a démontré. Et en même temps, on a eu un autre tour de bâton dans ce système basé sur l'ordre. La Chine a développé sa propre conception du pont terrestre eurasiatique et a réagi très bien au programme proposé par l'Institut Schiller d'un projet pour une nouvelle route de la soie, mais qui était à l'époque pas assez puissante pour mettre en place ces plans après la crise asiatique des années 97, dans lesquelles la monnaie des pays asiatiques était faiblement valorisée à cause de la spéculation lancée par George Soros et ses amis, pillant des pays entiers, appauvrissant leur population de gens qui avaient travaillé depuis des années. Et la réaction de la Chine à cette expérience et son expérience de la pauvreté a été avec l'annoncement du nouveau projet des routes de la soie par le président Xi Jinping en 2013 au Kazakhstan. Ce grand projet d'infrastructure, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire, est devenu une histoire de succès avec 150 pays qui participent aujourd'hui. Mais plus particulièrement avec la croissance économique constante de la Chine, qui devient justement la locomotive de cette initiative Une ceinture unique, cause aux opposants de ce monde unipolaire
et leurs financiers à la City de Londres et Wall Street, de la Silicon Valley, de plus en plus s'attaquer à la Russie et la Chine comme États autocratiques, autoritaires et même souvent bien pire. Et ces attaques ont des effets qui étaient le cauchemar pour des gens comme Zbigniew Brzezinski, Dick Cheney et tous ces gens-là, que ces deux pays en réaction ont créé un partenariat sans précédent, la Chine et la Russie. Le 4 février de cette année, au début des Jeux Olympiques à Beijing, le président Poutine et le président Xi Jinping ont signé un document de partenariat stratégique qui, selon leur propre description, représente un modèle pour les relations internationales futures entre les nations, qui sera basé justement sur la poursuite mutuelle de l'intérêt de l'autre dans tous les domaines économiques, politiques, culturels et militaires. Cet accord a concrètement mis fin à l'idée du monde unipolaire. Et c'est aujourd'hui un fait d'histoire de le dire, pas simplement parce que ça met ensemble les avantages militaires de la Russie et la force de l'économie chinoise, qui n'est plus vue comme une menace, comme l'a dit les membres de la Maison-Blanche, de diversifier en fait du pétrole, du gaz et de empêcher leur accès à la nouvelle technologie. Tout cela est obsolète aujourd'hui. Il est donc temps aujourd'hui pour tous ceux qui pensent clairement et ceux qui aiment la paix en Occident de revoir leur situation historique et stratégique, sans a priori ou biais idéologique. Si l'humanité doit avoir un futur heureux et en sécurité, nous devons abandonner la pensée de la géopolitique en termes de confrontation et la remplacer avec une politique de coopération entre toutes les nations pour un destin commun de l'humanité. Et c'est ça que nous avons pour le bien et pour le meilleur. Il est temps de déclarer l'OTAN comme une institution obsolète et de la replacer avec un nouveau système d'architecture de sécurité mondiale qui garantit la sécurité et les intérêts de toutes les nations sur la planète. Plutôt de traiter le nouveau partenariat stratégique entre la Russie et la Chine comme une entité hostile, qui doit être combattue avec une nouvelle course aux armements, les nations de l'Europe, les États-Unis et les autres continents doivent signaler leur volonté de s'engager dans une nouvelle négociation du traité de Westphalie, qui serait basée sur l'intérêt d'autrui et le bien-être général de tous. Il était clair pour les forces qui ont négocié ce traité en 1644-1648 qu'il ne pourrait jamais avoir de vainqueur à la continuation de la guerre de 30 ans, qui était finalement la culmination de 150 ans de guerre religieuse en Europe et dans lequel, rappelons-le, un tiers de la population et des bâtiments avaient été détruits, disparus. Comment il ne peut pas être clair aujourd'hui pour tout le monde qu'une continuation de la confrontation, incluant la menace d'extinction thermonucléaire de l'ensemble de l'espèce humaine, ne fera jamais aucun vainqueur. Comme pour un nouveau traité de Westphalie doit être basé sur ces principes qui sont en cohésion avec la loi naturelle et la légitimité de l'univers physique. Il doit refléter la beauté de l'espèce humaine, qui est la seule espèce connue aujourd'hui dotée justement de raisons créatrices, qui nous séparent de toute forme d'animaux et de formes de vie. Naturellement, dans le traité de Westphalie d'origine, il y avait évidemment, avec différents sujets, comme les accords de Minsk II, des autres disputes territoriales, mais aussi les grands défis de notre temps, comme un système justement de santé globale pour combattre la pandémie, arrêter la famine mondiale de dimension biblique, comme David Beasley, le président du Programme alimentaire mondial, l'a dit, mettre fin à l'extrême pauvreté à l'échelle internationale et d'autres questions pour le bien commun de l'ensemble de l'humanité. La tâche qui est devant nous est d'organiser la coopération de tous les pays avec ce projet de l'initiative Une ceinture, une route, qui est déjà aujourd'hui de toute façon, de manière compréhensible, en chemin,
comme dans le rapport que nous avons publié en 2014, qui s'appelle « La nouvelle route de la soie devient le pont terrestre mondial », qui est un plan complet pour le développement et l'intégration et l'interconnexion de tous les pays de la planète. Nous devons faire face au danger immédiat d'un effondrement systémique du système financier transatlantique, pour lequel les 4 lois développées par Lyndon LaRouche il y a quelques années sont le remède immédiat et disponible. Et nous devons définir ces aires de coopération internationale indispensables, comme la réalisation le plus rapidement possible d'une nouvelle plateforme économique basée sur la fusion thermonucléaire pour permettre l'énergie et la sécurité au niveau des matières premières pour toutes les nations. Et cela définir une coopération pacifique dans le domaine de la recherche spatiale et l'exploration spatiale. Nous sommes une espèce créatrice et c'est le moment dans l'histoire où nous devons le prouver. Un dernier point. Si nous comparons le succès de la paix de Westphalie en comparaison avec l'échec du traité de Versailles, qui n'a pas pris en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, mais qui n'a juste été finalement que le prélude à la guerre mondiale suivante, il devrait être clair pour tout le monde que sur le principe de la souveraineté de toutes les nations, unies autour d'un but plus élevé, une humanité peut se développer. Donc, nous devons retourner au esprit du moment de la chute du mur de Berlin, qui aurait pu être une heure eine Sterstunde der Menschheit, ça veut dire une heure fatidique pour l'humanité, où l'accord de paix qui a été fait avec l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la guerre froide, qui a déterminé la souveraineté de l'Allemagne. Mais comme tout le monde le sait, à cause des développements que j'ai décrits précédemment, la souveraineté n'est jamais vraiment arrivée dans l'esprit des Allemands, où, contrairement à la France, où les souverainistes sont aujourd'hui majoritaires. Le mot souverainiste, il n'est même pas connu par les citoyens en Allemagne. Ça, on doit faire ça aussi, on doit régler ce problème aujourd'hui. Donc, transformons ce moment extrêmement dangereux en chance pour former une nouvelle ère et inaugurer une nouvelle ère de l'humanité. Créons cette vraiment heure fatidique pour l'humanité qui aura de la valeur pour notre espèce immortelle comme nous le sommes naturellement.